Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que, avant qu'on commence, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Super. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus qu'on va parler d'un sujet sympa, en tout cas plus sympa que le sujet habituel de la conformité réglementaire et de la réforme, puisqu'on va parler de la gestion de la formation et des bonnes pratiques de la gestion de la formation, donc la manière de valoriser le travail que vous faites au quotidien. Alors si ça vous va, je vais me présenter rapidement, vous expliquer un petit peu ce qu'on fait chez SkillUp, et puis on entrera dans le vif du sujet. Donc moi je suis Pauline Chouissa, je suis directrice des opérations chez SkillUp, donc je suis amenée à rencontrer des RH et responsables formation quotidiennement pour les accompagner, notamment dans la digitalisation de leur process. Chez SkillUp, on est le premier SaaS 100% dédié à la gestion des compétences. Donc, historiquement, on est un outil de gestion de la formation et on a vocation à engager les collaborateurs. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour vous présenter plus en détail ce qu'on fait. On a aussi un outil de gestion des entretiens et qui permet de digitaliser les entretiens professionnels, annuels, etc. Et un outil de gestion des compétences qui est encore en version bêta, qu'on est en train de concocter pour nos clients et qui aura vraiment vocation à mettre la data au cœur des métiers RH. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'abord des nouveaux défis du responsable formation qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Puis, on parlera justement des bonnes pratiques et j'essaierai de vous partager tous nos conseils pour une gestion de la formation moderne et efficace. Alors évidemment, il n'y a pas une bonne pratique et toutes les autres qui sont pas valables, puisqu'on verra que souvent tout est une question de communication. Mais on essaiera de voir les choses qui marchent la plupart du temps et de faire attention à celles qui, par contre, ont tendance à ne pas fonctionner. Et enfin, je vous présenterai SkillUp et la manière dont on essaye de répondre à ces différentes questions et notamment l'engagement des collaborateurs. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser par écrit. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure selon la quantité, sinon j'y reviendrai à la fin. Alors, pour un petit mot sur les nouveaux défis du responsable formation, donc j'ai dit qu'on parlerait pas trop de la réforme, c'est quand même un passage obligé puisque on est confronté à des nouvelles réformes fréquemment et jusqu'à la prochaine. Et depuis la dernière, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et la première qui est importante, c'est la nouvelle définition de l'action de formation, puisque maintenant, une action de formation, c'est un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel, alors que jusque-là, pour qu'une formation soit effectivement valable comme une formation, il fallait qu'il y ait un programme défini, des objectifs pédagogiques, des moyens pédagogiques, une attestation de présence. Ce qui change maintenant, c'est un peu la philosophie avec laquelle on forme, puisqu'on part désormais des objectifs professionnels visés par le salarié, et dès lors que ces objectifs ont été définis en amont, les modalités pour y répondre sont beaucoup moins strictes. Alors c'est pas forcément si évident dans la pratique. Néanmoins, les choses sont censées évoluer et aller dans ce sens. Et donc, on va pouvoir maintenant valoriser des formations sur le terrain, des immersions, des échanges de savoir-faire, mais aussi des formations en ligne, des implications dans des projets. Donc, finalement, tout ça a vocation à dynamiser un peu les nouveaux formats pédagogiques. Alors, on me demande si vous pourrez recevoir mes slides à la fin du webinaire. Bien entendu, on vous transmettra cette présentation. Il y aura même le replay qui sera disponible. Donc, on valorise, on utilise les nouveaux formats pédagogiques et on n'a plus d'obligation légale de dépenses au titre du plan.
Alors pour autant, on sait que les pratiques sont et les habitudes sont prises, mais il y a moins d'obligations. Donc finalement, on fait presque plus les choses maintenant pour le but final, qui est de former, que c'était le cas à l'époque et qui était simplement pour répondre à une obligation légale. Donc, en plus de ces mutations juridiques, on le sait, il y a les mutations technologiques, donc qui transforment les métiers, bien évidemment. Donc, il faut former nos collaborateurs à ces changements de métier. Il faut assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller à leur développement des compétences, et tout ça en tenant compte de tous ces changements, aussi ceux des organisations, des dispositifs de formation. Et les mutations technologiques, elles ne sont pas que pour les collaborateurs, puisqu'elles font aussi évaluer le métier des responsables formation. Donc finalement, c'est un vrai changement et un vrai défi de s'adapter à tous ces changements. Et donc finalement, le rôle du responsable formation, il a pas mal évolué, puisque pendant longtemps, il s'agissait quand même de tâches assez administratives, puisque autrefois, les collaborateurs faisaient des demandes de formation qui étaient validées par les managers, puis après arbitrage, mises en place par les responsables formation. Aujourd'hui, le responsable formation, il a 3 objectifs. Le premier, c'est de développer les compétences individuelles des collaborateurs, en tenant compte évidemment de leurs besoins, des cadres juridiques en évolution. D'anticiper les besoins collectifs de l'entreprise à moyen et long terme. Et donc là, évidemment, on parle de GPEC, qui est là aussi un sujet compliqué et très vaste. Et son rôle aussi, c'est d'être en veille constante sur les nouvelles pratiques de formation, les nouvelles formats, les nouveaux modes de formation et les différentes tendances. Donc finalement, on est passé d'un métier assez administratif. Il y a encore quelques années, le rôle du responsable formation, il était vraiment en grande majorité administratif, et puis il consistait beaucoup à gérer les agendas des uns et des autres. On sait tous en plus que c'est pas toujours une mince affaire, puisque envoyer un collaborateur en formation, ça nécessite de d'impliquer son manager. Donc on se retrouvait souvent à gérer les agendas des uns et des autres, les annulations, et tout ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, on attend du responsable formation, qui est d'ailleurs devenu le responsable du développement des compétences, qu'il ait un vrai rôle de conseil, de stratégie, et c'est vraiment ces missions qui devraient largement dominer ces missions. En tout cas, c'est ce que nous, on croit et ce qu'on plaide chez SkillUp. En 2018, l'été 2018, on a mené une étude avec Météo Job auprès de 900 salariés, et je voulais vous partager quelques chiffres qui sont assez intéressants sur la manière dont les salariés perçoivent la formation en entreprise, aussi sur ce qu'ils en attendent. Et donc les chiffres marquants qui sont sortis de cette étude, c'est que 55% des salariés se trouvent mal informés des dispositifs de formation de leur entreprise. Donc, c'est plus de la moitié des salariés qui considèrent ne pas avoir suffisamment d'informations sur ce qui leur est possible de faire, ouvert, etc. 65% considèrent la formation comme une reconnaissance et une valorisation forte de l'employeur. Donc, finalement, une grande majorité considère que la formation, c'est un vecteur de reconnaissance, et que c'est important, et c'est quelque chose qui valorise finalement. 47% se déclarent insatisfaits de la façon dont leurs besoins de formation sont remontés et pris en compte par leur entreprise. Et pour vous donner un petit peu de détails sur ce chiffre, c'est 32% de ces personnes qui considèrent que qui n'étaient pas satisfaits parce qu'ils n'ont jamais eu de retour, ou des retours très tardifs sur leur demande de formation. 32% parce que ils considéraient que leur demande n'était que très rarement satisfaite, et donc de la frustration. 26% considèrent qu'il y a trop peu de transparence sur les critères de validation des demandes.
Et 11% trouvaient que le processus de remontée des demandes était fastidieux. Pardon, j'ai un petit problème avec mon casque qui ne tient pas très bien. Je peux remettre en place. Et 80% d'entre eux souhaitaient, alors 80% d'entre eux souhaiteraient suivre plus de formation. Et 52% attendent plus d'accompagnement de leur département RH pour trouver les bonnes formations. Et quand on sait que la majorité des entreprises, enfin qu'en moyenne les entreprises dépensent plus de 2,7% de leur masse salariale dans la formation, on se dit que c'est quand même dommage de pas valoriser cet investissement et de pas l'optimiser, et surtout qu'on dépense tant d'argent pour qu'il y ait tant d'insatisfaction, parce que plus de 50% des collaborateurs ne sont pas satisfaits de la manière dont se passe la formation dans leur entreprise. Et on a essayé de traduire ce problème. On l'a schématisé, le problème des responsables formation. On l'a schématisé sous forme d'iceberg, puisque finalement, selon nous, le problème du service formation, c'est que la partie qui est visible par les collaborateurs et par l'organisation en générale, c'est la politique de formation, l'accompagnement, l'ingénierie de la formation. Il y a une partie qui est invisible, mais qui pourtant prend beaucoup plus de temps et demande beaucoup plus de travail, et qui sont les relances des collaborateurs, des managers pour les arbitrages, des collaborateurs pour qu'ils émettent leurs vœux de formation, pour qu'ils fassent leurs entretiens, les formulaires d'inscription, les formulaires papier de demande, la logistique, donc à la fois la logistique pour planifier des formations intra, mais aussi pour être sûr que le collaborateur a bien reçu sa convocation, qu'on a bien reçu sa convention, et les tableaux Excel qui souvent font plus de 500 lignes pour recenser les différentes demandes et suivre la mise en place. Alors évidemment, tout ça dépend aussi de la taille des organisations, mais ce problème du service formation, on constate qu'il est assez universel, quelle que soit la taille de l'organisation. Et donc, selon nous, le défi du responsable formation, c'est de se libérer des tâches à plus faible valeur ajoutée. Donc vraiment, on n'est pas là pour gérer les emplois du temps des uns et des autres. Donc se libérer de ces tâches pour retrouver le vrai rôle stratégique. Le vrai rôle stratégique des responsables formation. Alors il y a des personnes qui me disent qui voient pas la vidéo et qui n'ont pas de son. Bah, du coup, j'imagine qu'ils m'entendent pas, donc c'est pas la peine d'y répondre. Mais ils pourront retrouver ça après la présentation. Un autre des grands enjeux, c'est de remettre les collaborateurs et managers au centre du dispositif. D'abord pour les impliquer, et évidemment, les impliquer, c'est maximiser l'efficacité de la formation, et puis leur donner plus d'outils pour pouvoir être plus autonome, et donc se libérer aussi des tâches chronophages. Et s'assurer de la pertinence et de la qualité des formations face aux besoins de compétences recensées. Évidemment, c'est une mission qui est centrale, puisque si on envoie des collaborateurs en formation et qui se retrouvent pas dans la bonne formation, ou pas celle qui correspond à leurs besoins, tout ce travail et toutes ces dépenses perdent toute leur utilité. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, on va parcourir nos principaux. On va dire que c'est plutôt les principales bonnes pratiques et les bonnes pratiques qu'on a eu l'occasion d'observer. Alors évidemment, c'est pas les seules bonnes pratiques, mais c'est des pratiques qui fonctionnent, qui ont de bons résultats, et surtout qui permettent d'avoir des collaborateurs satisfaits et heureux. Et donc la première de ces bonnes pratiques, c'est de communiquer sa politique de formation à tous les collaborateurs. Donc l'objectif de ce qu'on fait, évidemment, c'est
c'est d'impliquer les collaborateurs, de les former. Et on remarque que dans les entreprises où seul le manager est informé, finalement, il y a une information très inéquitable des collaborateurs, puisqu'il y a des managers qui sont très sensibles à la formation et qui donc vont encourager les collaborateurs à se former, leur parler des différents dispositifs. Et puis ceux pour qui c'est un petit peu moins important, qui y croient moins, qui vont pas partager l'information. Et donc en informant que les managers, on a une information très hétérogène et finalement une inéquité totale auprès des différents collaborateurs. Donc chaque collaborateur doit avoir le même niveau d'information et pour ça, l'idéal c'est de le faire directement par le service RH. Et d'ailleurs, tout ça c'est pas mal accentué par l'entretien professionnel qui souvent, pour des questions d'organisation, sont réalisés avec les managers. Alors que l'entretien professionnel est plutôt censé porter sur l'évolution professionnelle du collaborateur et donc pas sur son poste. Et pour éviter qu'au cours de l'entretien professionnel ne soient évoquées que des questions concernant le poste et les fonctions, c'est d'autant plus important de sensibiliser les collaborateurs à l'objectif de cet entretien et à ce qui est censé en ressortir. Une autre des erreurs à ne pas commettre, c'est de ne pas ou de rester flou sur les règles d'arbitrage. C'est-à-dire que nous, on est convaincus, et c'est ce qu'on a pu observer, que les collaborateurs sont, dès lors qu'ils comprennent, on pense qu'ils sont capables de comprendre que une demande de formation ne soit pas acceptée, pourvu qu'on lui ait expliqué pourquoi ça a été refusé. Donc, en particulier, si un collaborateur a fait la même demande qu'un de ses collègues, que pour son collègue la demande a été validée, mais pas pour lui, il risque d'être hyper frustré, de ressentir un sentiment d'injustice, alors que simplement les règles d'arbitrage dépendaient de l'historique de formation et des formations suivies les 3 dernières années et que lui en avait suivi plus que son collègue. Donc si les règles sont claires, il y a évidemment moins de frustration que si on a juste l'impression que les formations des autres sont acceptées et pas les nôtres. Et ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est que la formation devienne une source de frustration et de démotivation. Donc communiquer sa politique et des règles d'arbitrage claires, donc à la fois diffuser largement la politique de formation, les axes prioritaires de formation. Ça permet aussi d'éviter les demandes farfelues, c'est-à-dire que si on est clair au départ sur le fait que ne seront validées que les formations qui correspondent aux axes prioritaires de formation et les formations métiers, on a moins de chances qu'on nous demande des formations contre la peur en avion ou des formations au yoga. Et ça permettra aussi de perdre moins de temps à justifier le refus justement de demandes qui correspondent pas du tout aux règles qui ont été définies en amont. Une autre des bonnes pratiques, c'est de communiquer sur les actions réalisées et les budgets alloués. On l'a vu, les entreprises dépensent beaucoup d'argent dans la formation et c'est dommage de pas le valoriser et de pas le mettre en avant auprès des collaborateurs. Donc communiquer à la fois l'historique des actions réalisées, les résultats obtenus. Et une autre des choses, c'est que les anciens stagiaires sont souvent les meilleurs ambassadeurs, donc favoriser les échanges entre les collaborateurs pour que ceux qui sont passés par la formation partagent leurs expériences auprès des autres. Deuxième bonne pratique, mener une campagne de recueil des besoins rythmée. Donc souvent, on voit des entreprises qui étendent leur campagne d'entretien sur des périodes très longues. Souvent, la période prévue au départ était pas particulièrement longue, mais il y a des retardataires. Et donc finalement, les arbitrages sont reculés. Donc ceux qui ont été sérieux et qui ont complété leur entretien au début de la campagne et dans les temps vont être pénalisés puisque le délai va être
le délai va être très long entre le moment où ils ont émis leur demande de formation et le moment où ils vont avoir un retour sur cette demande. Et on sait qu'une demande émise très en amont, ça a fait qu'au moment où on met en place la formation, la demande n'est plus forcément adaptée, donc finalement la demande peut être obsolète au moment de la mise en place de la formation. Donc éviter d'étendre les campagnes sur une période trop longue pour éviter d'avoir des demandes qui sont plus valables au moment de mettre en place les formations. Éviter aussi, pardon, je suis un petit peu emmêlée. C'est pas grave. Éviter aussi de récupérer des demandes non qualifiées et qui vont obliger de nombreux allers-retours à la fois avec le collaborateur et son manager pour identifier un programme. Et donc une bonne solution, c'est que les collaborateurs n'émettent pas des demandes vagues, mais émettent des demandes sur des programmes précis. Communication régulière et date de fin claire. Donc là aussi, si on est clair sur le fait que la campagne se termine le 15 décembre et que aucune demande ne sera prise en compte après ça, on a plus de chances qu'ils complètent leur demande dans les temps, évidemment. Cela n'empêche pas de faire des exceptions s'il reste des retardataires. Et l'autre chose qu'on observe aussi, dans 100% des cas, c'est que la communication et les relances, c'est vraiment le secret pour avoir du résultat. Parfois, on observe des entreprises où les services formation sont un petit peu frileux en se disant ils ont déjà reçu beaucoup de communication de la part du service RH parce qu'on a d'autres sujets RH en cours. On peut comprendre, mais le résultat, c'est que au moment de la fin du recueil, il y a 20% des collaborateurs qui ont émis leur demande. Donc vraiment, pas hésiter à communiquer, à faire des relances pour être sûr que les collaborateurs et les managers prennent le sujet au sérieux. Et des temps et moyens à la hauteur de l'importance du sujet. Là aussi, la formation, c'est central dans une entreprise. C'est beaucoup d'investissements, à la fois humains et d'argent. Et donc on pense que ça mérite d'avoir une communication dédiée, que pendant un temps l'ensemble des acteurs de l'entreprise soit focalisé sur ce sujet et que vraiment la formation pendant un temps en tout cas soit au cœur des préoccupations de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et pour aller plus loin, nous on observe une pratique qui fonctionne vraiment hyper bien, c'est le recueil continu. Donc finalement, c'est de sortir le recueil des demandes de formation des entretiens pour que les collaborateurs puissent tout au long de l'année émettre leurs demandes de formation. Et ça permet surtout de rapprocher au maximum le moment où le besoin est émis et où la formation est réalisée. Et évidemment, quand un collaborateur fait une demande au mois de février, puisque c'est le moment où il a le plus de temps et surtout c'est le moment où il se rend compte qu'il a besoin de suivre une formation. Si on arrive à la mettre en œuvre tout de suite après, c'est encore chaud dans sa tête, il est motivé et du coup, il y a moins d'absentéisme en formation et une bien meilleure efficacité de la formation. Voilà sur la campagne de recueil des besoins. Alors, désolée, je me remets dans l'ordre. Communiquer et justifier les arbitrages. Donc, on en revient un petit peu au point de la transparence sur les politiques. Une pratique qu'on recommande pas et qui pourtant est très courante, c'est de ne communiquer que les bonnes nouvelles. C'est-à-dire que on revient vers les collaborateurs en disant génial, votre demande de formation
a été acceptée. Et on les laisse penser que les autres demandes n'ont jamais été prises en compte, ne sont jamais remontées, ou en tout cas qui ne méritent pas d'avoir un retour sur cette demande. Donc là encore, un collaborateur, il peut tout entendre et il peut comprendre qu'on refuse une de ses demandes, mais sans justification et sans le dire, on ne risque que de créer de la frustration et là encore de la démotivation, qui est quand même le contraire de ce qu'on essaye de faire avec la formation. Une autre chose qui est assez déconseillée, c'est de demander au manager de communiquer les refus du service RH. Alors on l'observe un petit peu moins souvent, mais ça arrive. L'idée, c'est que les managers, du coup, remettent ça sur le dos des méchants RH. Et finalement, ça risque de démotiver tout le monde. Donc, évidemment, si un manager refuse une demande de formation, c'est à lui de justifier son refus. Si c'est les RH qui le refusent parce que ça ne correspond pas à la politique de formation, c'est pas prioritaire selon les axes de formation définis, le collaborateur pourra sans aucun doute l'entendre. Donc notre conseil là, c'est vraiment aussi d'informer les collaborateurs dès que possible, c'est-à-dire dès qu'une formation est acceptée ou refusée, ne pas attendre 6 mois. Et justement, on en revient au problème des périodes d'entretien qui durent des mois, puisque du coup, les collaborateurs ont l'impression qu'ils ont émis leur demande des mois auparavant et que le temps avant d'avoir un retour a été infini. Donc, dans le meilleur des cas, la formation a été acceptée, mais c'est vrai qu'ils sont plus trop dans cet état d'esprit. Ils ont un peu moins besoin forcément de cette formation, puisqu'ils sont passés à autre chose, ils sont sur d'autres missions. Et dans le cas d'une formation refusée, ils ont oublié qu'ils avaient émis cette demande. Et puis là, non seulement on revient vers eux, mais pour leur dire que la formation est refusée. Donc c'est double mauvais point pour le service RH. Remettre le collaborateur au centre du process. Alors là, j'ai pas de chiffres clés, mais par contre quelques citations de collaborateurs qui viennent aussi de l'étude qu'on a menée en août 2018 avec Météo Job. Et donc je vous cite quelques remarques qui sont remontées dans les choses qu'ils pensaient pouvoir améliorer la gestion de la formation. Et ce qui revenait beaucoup, c'est limiter les formations de masse obligatoires pour tous, qui apportent si peu de valeur ajoutée. Alors évidemment, quand on a des sujets importants ou des sujets réglementaires, on essaye de grouper les collaborateurs. Néanmoins, forcer un collaborateur à aller à une formation dont il ne voit pas l'utilité, souvent c'est contre-productif et c'est là qu'on a de l'absentéisme et de l'inefficacité de la formation. Rendre davantage le salarié acteur et responsable de son parcours. Donc là encore, ça va dans cette même dynamique de pas envoyer aux salariés une convocation sans qu'ils sachent d'où ça vient pour une formation qu'ils n'ont pas demandé. Ou la politique RH de notre entreprise privilégie les formations collectives. C'est dommage. Donc là encore, souvent c'est plus intéressant financièrement. Pour autant, il faut que ça soit au moins en plus de formations qui répondent aux besoins individuels. Au sujet de la qualité de l'offre proposée, on a aussi eu des remarques qui disaient simplifier et rendre plus lisible l'offre des organismes. On ne sait pas toujours s'ils ont le professionnalisme qu'on peut en attendre. Et ça, c'est vrai dans les organismes de formation en termes de qualité, mais aussi de tenue des sessions et de fiabilité. Il y a à boire et à manger. Et quand on laisse les collaborateurs choisir seul leur organisme en allant sur Google, il y a fort à parier qu'on aura des mauvaises surprises. Donc là aussi, leur fournir des recommandations sur les prestataires à privilégier qui sont ceux en qui on a confiance. Faciliter l'accès aux différentes formations via un vrai catalogue en ligne.
Là aussi, ce qui remonte souvent, c'est que le fichier Excel qui propose 50 formations, c'est assez frustrant puisque il y a que très peu de choix. Et s'il y a peu de choix, souvent, il y a toutes les chances qu'il n'y ait pas la formation dont les collaborateurs ont besoin au moment où ils en ont besoin. Donc, il vaut parfois mieux presque pas de catalogue qu'un catalogue qui soit pas du tout exhaustif. Et un choix des formations plus sélectives, un choix du formateur fondamental. Donc, on en revient sur ces questions de qualité qui sont sûrement dues à des mauvaises expériences en formation. Et en accompagnant davantage les managers au dispositif de formation. Là aussi, les managers, c'est souvent la clé à la fois pour sensibiliser les collaborateurs, pour communiquer, pour véhiculer une bonne image de la formation et pour informer, donc bien impliquer les collaborateurs. Donc éviter de choisir une formation pour un collaborateur, mais essayer de l'impliquer dans le choix de sa formation pour maximiser l'efficacité de la formation. Une des mauvaises pratiques, justement, c'est d'utiliser le temps du responsable formation pour faire toutes les tâches fastidieuses de réservation auprès de l'organisme, de suivi de la réception des documents administratifs, donc des convocations, des conventions, des feuilles d'émargement. Et donc ça, on pense que le seul moyen de le faire, c'est de rendre les collaborateurs autonomes. Donc essayer de remettre à la main des collaborateurs le choix de leur date de session en évitant les allers-retours, de remettre à la main du collaborateur le choix de sa formation. Et donc ça, il peut le faire évidemment si on a des moyens de le contrôler. Et pour le contrôler, on pense que le meilleur moyen, ou peut-être même le seul, c'est de leur proposer des ressources pour accompagner à la fois les collaborateurs et les managers. Donc, quand on parle de ressources, je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais éviter le catalogue restreint qui est un PDF qui change pas d'année en année, qui est le même PDF avec les mêmes formations depuis 5 ans. Donc, tenter d'éviter le catalogue restreint et éviter vraiment de laisser les collaborateurs seuls face à Google. Parce que souvent, justement, il y a des très mauvaises surprises sur les prestataires, parce que c'est pas parce que le prestataire est remonté tout en haut que c'est forcément le meilleur, et surtout le plus adapté pour le sujet dont il est question. C'est-à-dire que un organisme peut être de grande qualité pour la bureautique, et c'est pas pour ça qu'il le sera aussi pour la gestion de projet ou le développement personnel. Donc là, notre recommandation, c'est de mettre en avant une offre de formation qui corresponde à la politique de formation. On le remarque, les collaborateurs sont vraiment très friands de recommandations. Pour tout vous dire, chez Skill Up, on diffuse, je vous en parlerai après, mais des portails de formation qui permettent de mettre en avant, en page d'accueil, des formations recommandées en fonction de la provenance des collaborateurs. Donc selon les directions, les services duquel ils viennent, ils n'ont pas accès à la même offre. Et donc on met en avant pour eux une offre de formation qui correspond aux besoins, aux axes prioritaires de formation, qui correspondent à leur métier. Et ça permet non seulement de valoriser et de mettre en avant, de maximiser le nombre de demandes sur les programmes intra qu'on est susceptible de mettre en place. Ça permet d'avoir un recueil homogène, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir 10 personnes qui ont demandé de la gestion de projet dans 10 organismes différents, d'avoir 10 personnes qui ont demandé la même formation à la gestion de projet avec le prestataire qu'on connaît et qu'on recommande pour cette gestion de projet. Et ça permet évidemment du coup d'organiser des intras en fonction. Et donc nous, ce qu'on remarque, c'est que les collaborateurs sont vraiment très demandeurs de recommandations de la part de leur service RH, puisqu'on propose aussi un catalogue ouvert, donc avec 60 000 programmes de formation et 250 organismes qu'on référence et qu'on a triés sur le volet, là aussi pour éviter qu'on puisse dans notre catalogue tomber sur des formations de mauvaise qualité.
Et souvent les RH au départ ont un petit peu peur du catalogue ouvert parce qu'ils ont peur que ce soit le supermarché, que du coup ils aient beaucoup plus de demandes qu'habituellement. Donc à la fois beaucoup plus de demandes et en plus tout et n'importe quoi. Et finalement, le chiffre, il est que dans les entreprises qui ont une offre recommandée, 60 à 80% des demandes se font sur la sélection de programmes recommandés qui est mise en avant sur la page d'accueil. Et donc finalement, le catalogue est vraiment utilisé pour les formations métiers et pour certains sujets, c'est inévitable d'avoir un catalogue très ouvert. Donc par exemple pour les formations juridiques, puisque c'est en constante évolution, c'est impossible d'avoir un catalogue figé et qui n'évolue pas. Et dans ce cas-là, on est obligé d'avoir une offre à jour tout le temps qui se met à jour en même temps que se met à jour la réglementation. C'est aussi le cas pour les formations en IT, puisque bah là aussi, les métiers de l'IT et les outils qui vont avec évoluent très très vite. Et donc là encore, si on n'a pas une offre qui évolue en même temps que la technologie, il est certain qu'on ne pourra pas répondre à toutes les demandes. Et donc pour mettre le collaborateur, pour rendre le collaborateur autonome, ce qui est inévitable, c'est évidemment de marketer la formation et de lui donner ces outils qui vont lui permettre de réaliser ces différentes étapes seul et donc d'être bien guidé. Donc l'idée est pas de les rendre autonomes et qu'ils se débrouillent, mais au contraire de leur donner des outils pour qu'ils puissent se prendre en main. Et là encore, on pourrait penser qu'il y a plus de demandes puisque il y a un catalogue un peu en libre service, mais d'abord il faut bien veiller à ce qu'il y ait un circuit de validation clair, donc à la fois par les managers et par le service RH. Et on se rend compte aussi que finalement il y a moins de demandes puisque entre dire pendant l'entretien, bon bah cette formation, j'aimerais faire une formation au management et vraiment se poser sur le sujet et aller choisir un programme précis qui corresponde à son besoin, finalement, ça demande déjà un petit peu plus d'implication. Donc finalement, les collaborateurs le font s'ils sont vraiment motivés, que c'est le bon moment pour eux de suivre une formation. Donc finalement, tout cela fait en sorte qu'ils s'impliquent plus dans leur projet et évite toute mauvaise surprise. Si vous avez des questions, des remarques sur ce qu'on vient d'évoquer, n'hésitez pas à les poser avant que je passe à la présentation de SkillUp et la manière dont on essaye de répondre aux différents sujets qu'on a vus ensemble. Chez SkillUp, on est une jeune start-up, on a 3 ans et demi. Et on évolue très très vite. Alors je ne sais pas s'il y a des clients à nous qui regardent ce webinaire, mais ils pourraient témoigner du fait que ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de renverser la tendance des SIRH qui est on fait des outils compliqués et puis on demande au service RH d'adapter leur méthode de travail pour utiliser l'outil. Mais on essaye vraiment d'adapter notre outil aux pratiques des RH et surtout aux meilleures pratiques des responsables formation. Et donc nos missions, vous l'avez compris, c'est avant tout de redonner aux responsables formation leur vrai rôle, donc à la fois un rôle de conseil, d'accompagnement des collaborateurs, mais aussi de définir une politique de formation qui réponde aux besoins des collaborateurs et aux besoins de l'entreprise à court, moyen et long terme. Alors, on me demande qui sont nos clients. Effectivement, c'est plutôt des PME. On va dire que la grande majorité de nos utilisateurs, c'est des entreprises de 200 à 2000 collaborateurs, mais on a aussi des beaucoup plus grandes entreprises, mais pour lesquelles
On gère la formation pour le siège, par exemple, et des entreprises de 3500 collaborateurs, mais le plus grand nombre se situe entre 200 et 2000 collaborateurs. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de clients. Ça change vite en ce moment, mais on a une cinquantaine de clients. Et donc je continue. Et notre deuxième mission, elle est vraiment d'engager les collaborateurs dans leur parcours de formation. Et donc, comme je vous le disais, on est convaincu que si les collaborateurs sont plus autonomes, plus engagés, la formation sera beaucoup plus efficace. Et sur la manière dont on le fait, donc on permet aux entreprises de diffuser des portails de formation sur lesquels ils peuvent mettre en avant des programmes de formation recommandés. Donc là, c'est l'occasion à la fois de mettre en avant les formateurs internes, les programmes intra, mais aussi des formations auprès d'organismes du catalogue, mais qu'on souhaite valoriser et qu'on souhaite promouvoir dans l'entreprise. Et donc pour ça, on a un catalogue intégré, donc comme je vous le disais, avec 250 organismes partenaires. Dans ces 250, tous ceux que vous connaissez, donc les gros généralistes, et on adore aussi les plus petits spécialistes. Donc on aime bien souvent mettre face à face un organisme généraliste et puis un plus petit qui ne traite qu'un sujet, mais qui le fait sans aucun doute de la manière la plus pointue qui soit. Et donc les collaborateurs sont invités sur le portail de formation pour émettre leurs demandes. Donc là, vous visualisez peut-être un petit peu mieux. Il y a des formations recommandées qui sont mises en avant. Et quand je vous disais que 60 à 80% des collaborateurs émettaient leurs demandes sur des programmes recommandés, c'est de ces programmes mis en avant que je parlais. On me demande si nos clients sont internationaux. On en a aujourd'hui. On a notre catalogue, il concerne principalement des formations qui sont en France et des organismes de formation qui sont en France, donc pas encore à l'international. En revanche, dans notre catalogue, il y a des formations dont les programmes sont dispensés en anglais, donc ça permet en tout cas d'avoir une offre pour un siège qui serait à Paris, mais avec une population internationale. Comment gérez-vous les négociations d'achat que nous avons pu faire au niveau de notre entreprise? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Si vous voulez préciser, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je continue. Donc, ce qu'on fait avec ce portail nous permet de transformer radicalement la gestion de la formation, puisque pour schématiser, dans un premier cas, qui est le cas sans Skill-Up, on a des collaborateurs qui vont émettre des besoins, donc souvent des besoins imprécis et pas qualifiés, donc qui sont très génériques. Et dans le cas de Skill-Up, on a un collaborateur qui a demandé une formation très précise. Donc, par exemple, la formation, plutôt que d'avoir un besoin qui soit formation management, on va avoir formation management transversal chez Docendi qui dure 2 jours et qui coûte 1 495 €. Donc, on a déjà une demande à la fois qualifiée et budgétée, ce qui simplifie beaucoup les budgétisations et les arbitrages. Les arbitrages, souvent, c'est aussi un des sujets très fastidieux après la période de recueil, puisque on retrouve tous les managers pour qu'ils puissent prioriser les demandes de leurs équipes. Là, les managers, dès qu'il y a une demande de la part d'un membre de leur équipe, reçoivent un mail et sont invités à les valider ou les refuser directement depuis leur smartphone ou leur ordinateur. Ils ont quand même une visibilité sur la somme des demandes en prix qui ont été réalisées pour pouvoir arbitrer les demandes en fonction les unes des autres. Mais donc ça se fait en ligne en un clic. Ce qui peut prendre aussi beaucoup de temps, c'est les allers-retours pour le choix de session. Donc, on demande à un collaborateur quand il est disponible. Souvent, il prend du temps à répondre. Quand il nous dit qu'il est disponible, finalement, la session est complète. Donc, on lui en propose une nouvelle. Et donc, tout ça peut durer longtemps, pourvu qu'il ne change pas finalement la date de son inscription.
Chez nous, comme on est partenaire avec les organismes, on n'est pas que partenaire avec eux, puisqu'on est branché. On est branché avec eux, ce qui signifie que leur offre est à jour en continu. Donc, on a tous les jours des robots qui passent sur leur site internet pour que chez nous soit à jour en temps réel l'intégralité des dates de session et des prix, etc. Ce qui nous permet d'envoyer les collaborateurs s'inscrire eux-mêmes. Donc, vous devez avoir l'habitude de compléter des formulaires d'inscription sur les différents sites de l'organisme. Là, toutes les informations de l'entreprise sont préparamétrées dans votre compte. Donc, le collaborateur, on lui envoie une demande d'inscription pour sa session. Il arrive directement sur un formulaire qui ne lui demande de ne compléter que le lieu et la date de session de son choix. Et l'inscription est directement transmise à l'organisme qui, après ça, envoie directement au responsable formation la convention de formation, au collaborateur sa convocation, qui permet aussi d'éviter les formulaires, les inscriptions et les différents comptes sur chaque site d'organismes différents. Et enfin, l'évaluation de la formation qui est 100% digitalisée, puisque comme les réservations ont été faites via l'outil, dès qu'une formation est terminée, on envoie au collaborateur une demande pour qu'il évalue sa formation. Voilà. Et on a ajouté à tout ça des possibilités pour le responsable formation de relancer l'ensemble des collaborateurs qui doivent s'inscrire à leur formation, l'ensemble des managers qui doivent valider leur formation en un clic. Ce qui fait que là où une seule inscription pouvait prendre plus de 4 heures, chez nous, tout ça est réalisable en 2 minutes et on a gardé tout le temps du responsable formation pour accompagner ses collaborateurs, les conseiller et se concentrer sur des choses plus intéressantes. Alors, je prends juste une seconde pour regarder les questions. Les organismes que vous venez de montrer dans votre outil sont référencés au sein de l'entreprise avec lesquelles nous avons négocié les prix. Effectivement, la plupart du temps, vous avez l'habitude, avant Skill-Up, d'avoir des accords cadres au sein d'organismes. Et donc, évidemment, c'est pris en compte. Donc, si vous avez 15% d'accords cadres dans un organisme, on le paramètre au tout départ. Et donc, tous les prix qui seront affichés à la fois dans le catalogue en ligne, dans le plan pour les arbitrages et la budgétisation sont ceux qui prennent en compte l'accord cadre. Et donc, quand l'inscription est réalisée, elle prend en compte le prix remisé. Interface possible avec un LMS. Alors, c'est des sujets qui reviennent très souvent. J'ai envie de dire, tout est à voir au cas par cas, mais a priori, cela ne pose pas de problème. Comment gérez-vous les intras et les no-shows? Alors, on a aussi une brique d'intra qui vous permet à la fois, donc vous pouvez créer vos programmes intra, y inscrire des collaborateurs, de la même manière qu'on peut envoyer les collaborateurs s'inscrire très facilement. On peut faire la même chose sur les intras. Donc, vous paramétrez votre session d'intra, vous pouvez paramétrer plusieurs dates de session et envoyer les collaborateurs s'inscrire par mail. Donc là aussi, ils complètent le formulaire pour choisir leur date de session. Et après ça, vous avez votre intra. Les convocations partent directement depuis le site. Convocation avec invitation agenda. Donc là aussi, tout est automatisé. Puis vous pouvez exporter la liste des participants pour transmission à l'organisme, les feuilles d'émargement. Donc là aussi, on a vraiment essayé de penser notre brique intra pour qu'elle réponde parfaitement à tout ce qui est fastidieux. Pour les no-shows, nous, on n'a pas de secret, c'est-à-dire qu'on peut pas les empêcher, mais par contre l'outil est hyper agile, donc c'est très simple de venir pointer un collaborateur qui n'est pas venu et de choisir d'annuler la formation ou de la reporter. Alors pour les questions techniques sur les branchements avec les LMS, etc., je pense que le plus simple, ce sera d'organiser un rendez-vous d'échange avec quelqu'un de chez nous, parce que je suis pas la spécialiste de la technique, mais ce sera avec plaisir pour en reparler.
Proposez-vous vous-même des remises auprès des organismes si l'on passe par SkillUp? Alors c'est pas notre vocation. Notre objectif, il est pas de rompre le lien que vous aviez déjà avant nous avec les organismes. Donc si vous avez des relations privilégiées avec eux et des prix spéciaux, on les intègre. Mais les prix qui sont au catalogue chez nous sont les mêmes prix que ceux qui sont sur les sites des organismes de formation. Comment sont gérés les entretiens professionnels? Alors là encore, il y aura peut-être des webinaires sur la question. Et puis évidemment, pour ceux qui veulent des démos après, des démos personnalisées après ce webinaire, on les fera avec plaisir. Mais les entretiens professionnels, là aussi, on a essayé de penser les choses très simplement. Donc tout est digitalisé. On lance une campagne avec une date de début et de fin. Les collaborateurs sont invités et les managers invités par mail à compléter les entretiens en ligne, puis réalisent leurs entretiens physiques et signent leurs entretiens là aussi en ligne. C'est vraiment très très simple. Quelles recommandations avez-vous pour positionner le rôle de l'entretien professionnel par rapport au recueil des besoins en formation? Alors là aussi, c'est un sujet un petit peu plus vaste. Recommandations. Alors, je suis pas sûre de bien cerner la question. J'imagine qu'il s'agit pas de questions techniques, mais plutôt politique et communication. Donc, je suis pas sûre de de bien répondre. N'hésitez pas à reformuler pour que je comprenne bien. Dans un environnement multifilial, alors il y a beaucoup de questions très spécifiques, mais dans un environnement multifilial, là, tout est géré. Ça peut être centralisé, ça peut être par filiale. On est très souple, tout et au départ d'avoir une base collaborateur et de savoir d'où viennent les collaborateurs pour qu'ensuite toutes les informations de facturation soient bien transmises aux organismes qui vous factureront les formations. Et donc pour continuer, avec SkillUp des bénéfices immédiats, donc vous l'avez compris, aucune saisie manuelle, donc du recueil à l'inscription. Concentrez-vous sur l'essentiel, donc les collaborateurs, et pas de saisie, ressaisie de la même information à plusieurs endroits de l'outil. Accéder à un catalogue d'organismes triés sur le volet, donc comme je vous l'ai expliqué, on sélectionne les organismes qui sont dans la plateforme. Si malgré ça, des entreprises ont l'habitude de travailler avec des prestataires qui ne sont pas référencés chez nous, on les intègre, mais ils ne seront visibles que pour les entreprises qui les ont demandés. Donc un catalogue personnalisé au service de la politique de formation. Et on n'est pas un SIRH puisqu'on est une application web, donc 100% en ligne. Et qu'on se déploie en une semaine. Donc si les périodes de recueil arrivent vite, il est encore temps. Est-ce qu'on utilise les données de l'entretien pro pour recueillir les besoins ou on fait 2 process séparés? Évidemment, alors on peut avoir chez nous seulement la brique l'outil formation et seulement la brique entretien ou les 2. Et effectivement, l'intérêt en ayant les 2, c'est que dans la partie formation peuvent remonter les besoins de formation venant du portail, donc bien évidemment. Intégrez-vous le CPF cofinancé? Effectivement, j'aurais pu en parler. Dans notre catalogue, toutes les formations qui sont éligibles au CPF sont marquées comme éligibles au CPF. Ce qui permet même de mettre en avant, on a beaucoup de clients qui font ça, de mettre en avant les formations CPF sur le portail. Et d'ailleurs, il est possible de rechercher des formations dans le catalogue en appliquant un filtre éligible au CPF pour n'avoir accès qu'aux formations éligibles au CPF. Et effectivement, dans la gestion financière, vous pouvez tout à fait indiquer qu'il s'agit du CPF, combien a financé, combien vous avez financé. Évidemment, il est possible de suivre ce détail-là. Un petit exemple, on a comme je vous l'avais dit, on avait fait une étude avec Météo Job auprès des collaborateurs pour connaître leur taux de satisfaction sur les différents sujets de la formation dans leur entreprise. Et après plus d'1 an d'utilisation, on a mis en place
une étude auprès des collaborateurs Accor qui sont passés par la plateforme. Et donc, sur les différentes questions qui étaient les collaborateurs se disent suffisamment informés des dispositifs de formation, on a 100% des collaborateurs chez Accor qui ont trouvé qu'ils l'étaient, puisqu'ils ont accès au portail et je vous ai pas tout montré, mais il est possible de mettre en avant la politique, les règles et tout ce qui concerne la formation dans l'entreprise. Les collaborateurs disent avoir été bien accompagnés pour trouver la bonne formation. Là encore, on a 100% des collaborateurs qui ont trouvé la bonne formation sans aucune difficulté. Et les collaborateurs se disent satisfaits du délai de validation de leur demande. On a eu 93% de satisfaction. Alors pour le CPF, la question était oui, mais CPF cofinancé avec la nouvelle appli? Non, pas encore, dans la mesure où, une fois qu'elle sera en marche, en fonction, on verra s'il est possible de faire quelque chose avec, mais pour l'instant c'est pas le cas. Quelques témoignages que vous pourrez aussi retrouver sur notre site internet. Et si vous souhaitez en savoir plus ou pour toutes les questions qui étaient un petit peu plus précises, n'hésitez pas à contacter Sylvain. Voilà ses coordonnées, donc sylvain@skillup.co. Si vous voulez, si vous voulez échanger, n'hésitez pas sur les sujets de fond. N'hésitez pas à me solliciter. Donc mon mail, vous l'avez vu au début, c'est pauline@skillup.co, mais je pense que vous avez déjà reçu un certain nombre de mails de ma part. Et si vous voulez accéder à une démo, donc ou vous contactez Sylvain ou sur notre site, vous pouvez très simplement faire une demande de démo. Et donc là encore, pour la question, peut-on intégrer ce module au SIRH, ça dépend de pas mal de facteurs. Donc je vous invite vraiment à demander une démo ou un rendez-vous personnalisé pour qu'on puisse étudier chaque cas en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, de comment vous êtes outillé. Parce qu'il est toujours possible, mais ça selon, on adapte les choses différemment. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On a tenu la promesse de 1 heure pile. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas. Et c'était avec grand plaisir. Très bonne journée à tous. Et donc, on vous enverra l'accès au replay et les slides de la présentation. Donc, les derniers messages arrivent, mais ceux qui ont toutes les informations dont ils ont besoin peuvent déjà nous laisser. Donc, très bonne journée à tous.